BFM Business, BFM Crypto, le club. Sandra Gandoin. Bonjour à tous, bienvenue dans le club BFM Crypto. Je suis ravie de vous retrouver par les cryptos pendant toute la demi-heure qui suit avant de rejoindre BFM Bourse évidemment. On est ensemble pendant une demi-heure, on va parler de l'influence de l'IA sur le développement de l'univers crypto, dans la forme, sur le fond aussi. On en parlera avec Samira Karaj de l'université Nice Côte d'Azur. On va parler de la banque suisse très fortement exposée au Bitcoin, des leçons qu'on peut en tirer avec Grégory Raymond, cofondateur de The Big Way. Bonjour Grégory, ça va ? Sandra, ça va très bien. Ravi de vous avoir sur le plateau. Et puis les hausses d'impôts, les discussions du budget, les dernières taxes et puis aussi les documents à préparer avant la période fiscale. On va remettre nos affaires crypto en ordre avec Pierre Morisot, cofondateur de Waltio. Bonjour Pierre. Bonjour Sandra. Ravi de vous retrouver. Vous nous rappelez ce que c'est Waltio ? Waltio, c'est un logiciel qui aide les Français à suivre leur portefeuille et faire leur déclaration fiscale de crypto-monnaie. Et Dieu sait que c'est très utile à certaines périodes de l'année, effectivement. Continuez à nous écrire crypto@bfmbusiness.fr pour nous poser toutes les questions de la plus simple à la plus technique. On vous répond tous les jeudis de 15h à 15h30. BFM Crypto, le club, c'est parti. Avant de parler d'intelligence artificielle et de ses conséquences sur le secteur crypto, Grégory, vous vous êtes intéressé, vous, à la Banque centrale suisse exposée au Bitcoin particulièrement. Et oui, c'est une info que nous sommes ravis de révéler aujourd'hui avec The Big Whale. La Banque centrale suisse est exposée indirectement au Bitcoin, c'est-à-dire qu'elle est une grosse détentrice d'actions de stratégie. Le nouveau nom de MicroStrategy, donc l'entreprise qui détient le plus de Bitcoin au monde, donc pour à peu près 60 milliards de dollars, eh bien la Banque centrale suisse est une actionnaire de plus en plus importante de cette entreprise. C'est depuis à peu près 2024, en fait, le nombre d'actions a été multiplié par 16 en fait cette année-là. Donc c'est pas juste un petit investissement symbolique, ça pèse à peu près 300 millions de dollars dans le dernier bilan de la Banque centrale en juin 2025. Donc bien sûr, c'est pas aussi gros que les participations dans Apple ou dans Nvidia, mais quand même x16 en l'espace d'une grosse année pour une entreprise qui n'est pas censée être vraiment stratégique, c'est quand même intéressant. Oui, mais ça fait rêver quand on vient de France, du point de vue de ce que nous, on vit, même si la Banque de France commence à s'ouvrir au sujet. Effectivement, c'est quoi sa politique d'investissement habituellement ? Est-ce qu'elle prend des risques ? Est-ce qu'elle regarde un peu tout ? Alors la Banque centrale suisse, c'est pas vraiment comme la Banque centrale européenne. Elle fonctionne un peu comme un fonds souverain. Donc c'est-à-dire qu'elle investit aussi beaucoup dans les actions, dans les placements, dans les obligations souveraines. Et au total, elle détient pour plus de 800 milliards de dollars d'actifs partout dans le monde. Et son portefeuille d'actions américaines, c'est 150 milliards. Donc là, d'habitude, elle investit comme ça. Et surtout, en fait, elle se dit, dans quelle entreprise je suis censé investir ? Elle va surtout suivre les indices. Ouais. Donc le SP500, le Nasdaq 100. Et ce qui est intéressant, c'est que en fait, Strategy ne fait pas du tout partie du SP500. MicroStrategy fait partie du Nasdaq 100 depuis décembre 2024, mais les gros investissements de la Banque nationale suisse sont arrivés bien avant. Donc en fait, c'est un choix conscient et en tout cas assumé, parce qu'on le rappellera, pour une banque centrale, en fait, si elle achetait directement du Bitcoin ou un ETF Bitcoin, ça ferait énormément de bruit. Une banque centrale, son but, c'est quand même d'être extrêmement discrète, de ne pas trop faire parler d'elle. Mais en fait, en investissant dans Strategy, c'est un peu une sorte de proxy. Elle peut s'exposer au Bitcoin, le comprendre sans faire beaucoup de bruit. C'est probablement le moyen le plus discret en fait, pour s'exposer au Bitcoin aujourd'hui, et c'est probablement ce que la Banque centrale suisse a tenté de faire. Alors vous le dites, c'est effectivement c'est comme un fonds souverain, mais c'est intéressant quand même d'avoir cette politique, cette vision par rapport notamment à la BCE. Oui, tout à fait. Mais voilà, la Banque centrale suisse, c'est un petit pays dans lequel, en fait, qui ne peut pas lever énormément de dettes, qui a besoin de stabiliser une monnaie qui est une monnaie refuge quand même pour beaucoup de personnes dans le monde, malgré le fait que c'est un tout petit pays. Donc, ils doivent absolument investir beaucoup, en fait, à l'étranger pour pouvoir soutenir, en fait, la stabilité du franc suisse. Et quelque part, en fait, on peut dire que, en partie, le franc suisse est soutenu par l'économie du Bitcoin. Ça, c'est assez intéressant. Les banques centrales ont une stratégie toute différente par rapport au Bitcoin pour le moment. Quel est leur intérêt à investir là-dedans ?
Alors c'est un sujet qui est sur la table depuis quelques mois. Deutsche Bank notamment a publié un rapport en septembre de 2025 sur le fait que d'ici 2030, le Bitcoin pourrait coexister avec l'or dans le bilan des banques centrales. Oui. Les avantages, en fait, ils sont assez simples. Par rapport à l'or, en fait, le Bitcoin, ça se stocke assez facilement. Les coûts logistiques sont quand même beaucoup plus légers. Et surtout, c'est un actif extrêmement neutre et qui ne dépend pas du dollar. Donc, en fait, en cas de crise géopolitique, les banques centrales, en fait, pourraient profiter énormément d'avoir des liquidités en Bitcoin pour faire du commerce avec un peu n'importe qui dans le monde sans tomber sous le coup de sanctions. On voit bien ce qui se passe aux États-Unis, avec la Chine aussi. Avoir un actif le plus neutre du monde, en fait, ça peut être intéressant pour une banque centrale. C'est un peu se sauver de son propre système, en quelque sorte. C'est avoir déjà en tête que potentiellement, les économies, les politiques, les États pourraient faillir. Et donc le système monétaire aussi. Pas forcément faillir, mais en fait, s'il y a des grosses tensions géopolitiques qu'on a un peu aperçues cette année, si ça devenait de plus en plus grave sur le plan économique et financier, que par exemple certains pays soient mis de façon arbitraire sur une liste de pays sous sanctions, ils ne puissent plus utiliser le dollar ou l'euro, ils ont tout intérêt à avoir du Bitcoin en fait pour pouvoir passer au-delà de ces sanctions. Donc pour l'instant, en fait, il n'y a pas trop ce risque-là pour la Suisse, mais on ne sait pas à quoi va ressembler l'état du monde dans 20, dans 30 ans. Donc gouverner, c'est prévoir. Avoir du Bitcoin dans son bilan en tant que banque centrale, je pense que c'est tout à fait pertinent. L'état du monde et puis le niveau de la monnaie, parce qu'on sait qu'elle se déprécie, que c'est un vrai problème dont on parle souvent dans cette émission. Pierre, vous vouliez réagir ? Non, mais c'est vrai que la Banque centrale a comme rôle de battre monnaie, mais aussi d'anticiper quel type d'actifs, de réserves est important. Et là, pour le coup, le fait d'anticiper, je trouve ça assez malin de leur part, de se dire, et si Bitcoin prend de la valeur dans le temps, comme elle l'a pris dans les dernières années, d'une décennie et plus, et ben en effet, ça pourrait être un actif qui change complètement, redistribue les cartes en termes d'actifs, et donc ainsi complètement pertinent. Et ce qui est intéressant, c'est de le voir toujours cette approche assez précautionneuse. On commence par, alors souvent c'est un fonds de fonds ou avec beaucoup d'intermédiaires, pour après, petit à petit, détenir eux-mêmes des bitcoins. Même si ce n'est pas du tout encore à l'ordre du jour, mais en tout cas, on voit l'approche étape par étape, ce qui est intéressant. Et tu as tout à fait raison, et on pourra rappeler que détenir des actions MicroStrategy, c'est quand même être lié au marché américain, au marché coté américain. On est dépendant du dollar parce que ça reste une entreprise américaine. Donc, comme tu dis, l'étape d'après, c'est vraiment la détention en direct pour vraiment en fait, être libre. Mais c'est intéressant parce que vous parlez tous les deux d'étape par étape, de discrétion. Ça veut dire qu'il y a quand même une posture à garder justement vis-à-vis de la Banque Centrale Européenne ? En fait, la Banque Centrale Suisse, elle est quand même plutôt indépendante de la Banque Centrale Européenne. Mais c'est juste, je pense que c'est surtout pour l'effet que ça pourrait produire sur les marchés. Si par exemple demain la Banque Centrale Suisse publie un communiqué de presse en disant j'ai acheté pour 1 milliard de francs suisses de Bitcoin, ça peut faire énormément bouger les cours. Oui. Une info comme ça. Donc quand on n'a pas encore de stratégie clairement définie, le mieux c'est d'y aller discrètement. Et vraiment les banques centrales, le mot d'ordre, c'est la discrétion. Pour finir, les autres pays qui ont la même politique que cette Banque Centrale Suisse, c'est qui, Grégory ? Alors, il y a des pays qui sont plus en avance, notamment les États-Unis. Depuis le mois de mars, en fait, Donald Trump a institué en fait cette réserve stratégique de Bitcoin américaine qui aujourd'hui est beaucoup plus garnie que l'investissement suisse. Mais en fait, c'est depuis ce moment Trump sur la réserve stratégique américaine qu'en fait les autres pays se sont mis à y penser. Là aujourd'hui, en fait, le sujet est sur la table pour à peu près tout le monde, et c'est parce qu'en fait Trump, les États-Unis sont partis. Donc aujourd'hui, quand on est une banque centrale, je pense que ignorer ce qui se passe aux États-Unis, ce serait une erreur, même si qu'on aime ou qu'on n'aime pas Trump, qu'on aime ou qu'on n'aime pas le Bitcoin. Le but, c'est prévoir. Oui, vous vous adressez à Jean-Marc Daniel. Là, je vois bien le message entre les lignes. Pierre Morisot, on va parler d'un tout autre sujet, cofondateur de Waltio, très utile quand il s'agit de remplir sa déclaration d'impôt et de répondre aux nouvelles réglementations concernant les crypto-monnaies. Et justement, on a beaucoup parlé récemment dans les débats budgétaires de hausse de taxes, de nouveaux impôts qui vont concerner les produits financiers, les produits crypto. Déjà, vous réagissez comment en tant qu'acteur du secteur tout à fait lié à la fiscalité quand vous entendez des débats comme ça ?
On est déjà habitué, parce que ça fait des années qu'on voit des débats, c'est un petit peu le même rythme, c'est-à-dire, et on le voit aussi dans tous les autres pays, je pourrais y revenir, mais des propositions, certaines sont un peu loufoques, d'autres sont plus ou moins pertinentes. Ce qu'on voit, c'est que de façon générale, il y a une réelle volonté aujourd'hui de l'administration d'augmenter les impôts, d'essayer d'aller chercher un maximum de recettes auprès des investisseurs qui détiennent des crypto-monnaies. C'est propre à la France ou on voit ça un peu dans tous les pays d'Europe? Ce qui est intéressant, c'est qu'on l'a vu encore plus cette année que dans les années précédentes. Dans toute l'Europe, on a vu en Italie le taux d'imposition qui est passé de 26 à 33%. On a vu en Allemagne une proposition qui est tombée ce week-end. En Allemagne, je rappelle, les échanges crypto sont imposables, mais en échange, il y a une non-imposition si on détient du bitcoin ou des cryptos pour plus d'1 an. Donc une exonération pour durée de détention, ce qui est très intéressant. Et là, on a vu pour la première fois, on a donc plusieurs groupes de députés qui souhaitent le remettre en question et l'annuler. Donc on a de plus en plus dans toute l'Europe, on a aussi en Angleterre dans la même catégorie le seuil d'exonération d'imposition qui a baissé 12 000, 6 000, 3 000, tous les ans il baisse. Donc on voit vraiment dans toute l'Europe, on cherche à augmenter les recettes fiscales. Par rapport au capital. Exactement, sur les gains en capital. La dernière discussion en date, on en a parlé, c'est cet impôt sur la fortune improductive. C'est sympathique ça aussi. Et on remettait un petit peu en cause dans cette émission le côté improductif de la crypto, de taxes qui touchaient d'ailleurs la crypto, mais pas les actions. C'est vrai que c'est quand même assez retors. Alors, ce qui est intéressant dans cet impôt, il est, je le rappelle quand même, uniquement pour les quelques centaines de milliers de personnes les plus riches parmi les 70 millions de Français. Donc, ça reste quand même sur un tout petit segment. En effet, il est quand même assez particulier, on va dire. Maintenant, une autre chose qui a été plus silencieuse pour moi, ça a été l'augmentation de la CSG. Et donc, comme c'est les prélèvements sociaux, c'est un truc dont on maîtrise tous un peu moins, et que c'est souvent une ligne sur notre fiche de paie. C'est assez nébuleux, exactement. Et en fait, concrètement, ça fait augmenter les prélèvements sociaux, ça fait augmenter ce taux d'imposition de la flat tax, donc de 30 à 31,4%. Évidemment, pour l'instant, ça a été voté à l'Assemblée nationale. C'est en chemin pour aller au Sénat. Il va y avoir la fiche navette. Il va y avoir encore des échanges entre l'Assemblée nationale et le Sénat. Et mi-décembre, juste avant Noël, on aura le résultat final de toutes ces discussions et débats. Grégory ? Mais là, pour le coup, les actions et tout ce qui est crypto, en fait, seraient logés à la même enseigne. Complètement, tous les actifs. Mais ce qui est même intéressant, c'est que c'est même pas que les revenus du capital, c'est même les revenus du travail. C'est-à-dire même sur l'intégralité des Français qui détiennent des actions, titres financiers ou autres, même leur salaire est aussi impacté. Et là, c'est pas que les plus riches, c'est absolument tout le monde, quoi. Et là, pour le coup, c'est absolument tous les Français. Ouais, exactement. J'aimerais savoir ce que ça a comme conséquence pour vous en tant qu'acteur lié à la fiscalité, d'avoir des discussions comme ça qui sont très sur les taux, sur des taxes supplémentaires. Pour vous qui allez travailler sur la nouvelle année fiscale, les nouvelles déclarations dans très très peu de temps, ça impacte comment votre activité chez Waltio par exemple ? Alors, pour le coup, techniquement, c'est pas très compliqué à changer dans le produit. On est hyper habitué. C'est pas le gros. L'enjeu, il y a un énorme besoin de travail, de pédagogie. Et j'ai l'impression que même au fil des années, on repart un petit peu au niveau zéro dans toutes ces discussions. Donc c'est un petit peu pesant. Et il y a toujours on va dire, 80% de propositions qui sont assez loufoques et dont la priorité, c'est d'écarter ces propositions et d'essayer d'avancer sur quelque chose de plus constructif, pertinent. Donc, pour être très honnête, c'est quand même pas mal de temps perdu pour des résultats qui sont, au fil des années, marginaux en termes d'impact. Ça veut dire que c'est de la pédagogie des politiques. Tout à fait, complètement. Ils ne connaissent pas très bien le secteur et c'est des propositions qui vont un petit peu dans tous les sens. C'est exactement ça, c'est-à-dire que c'est de la pédagogie des politiques et c'est pas de la pédagogie de l'administration ou l'administration fiscale qui reste plus ou moins les mêmes membres, les mêmes personnes d'une année à l'autre et donc progresse et donc on va dire conserve ses compétences une fois qu'il y a eu l'échange qui est fait. Mais c'est vraiment pas l'administration, c'est vraiment le corps politique en effet. On va parler un petit peu de façon pratique de comment préparer cette fin d'année 2025. On arrive sur la fin de l'année. Est-ce qu'il y a des bonnes pratiques à avoir là à partir du mois de décembre pour préparer les prochaines déclarations, peut-être un petit peu rassembler tout ce qu'on a fait sur l'année 2025 ? Comment on s'y prépare ? Je pense que
Déjà, la crypto, on est tellement libre, c'est tellement facile de créer des comptes qu'avoir une vue complète de son patrimoine, son portefeuille, savoir un petit peu ce qu'on a où, pour moi, est déjà une des façons les plus saines d'aborder, et pas qu'une déclaration fiscale, mais juste une approche, de suivre son portefeuille et au moins de savoir ce qu'on a où et autres. On peut dès aujourd'hui, alors sur Waltio ou soi-même, mais calculer si on a fait des opérations, des ventes, calculer c'est plus ou moins valu ce qu'on a réalisé, savoir un petit peu où est-ce qu'on en est et anticiper s'il y a de l'argent qui est dû à l'État pour l'année à venir. Donc pour moi, c'est ce qui est un petit peu comme la comptabilité d'une petite entreprise, avoir une approche où on fait un point sur sa situation de son patrimoine, de son portefeuille en fin d'année. C'est une façon assez saine et une bonne hygiène. Et pour finir, est-ce qu'il y a des choses qui ont changé? C'était déjà le Far West l'année dernière pour cette déclaration. On a commencé à avoir vraiment des obligations sur les déclarations de tout ce qu'on a vendu, tout ce qu'on a acheté. Est-ce qu'il y a des choses qui ont changé pour la prochaine déclaration par rapport à ça? Non, il n'y a pas de grands changements, on va dire, sur la prochaine déclaration à venir, sauf si évidemment il y aurait une sorte de proposition de loi avec une rétroactivité. Ça peut toujours venir. Ça peut toujours venir, on vous tiendra au courant ici, mais en tout cas, il n'y a pas de gros changements à venir normalement pour l'année prochaine. Bon, soyez vigilants, en tout cas, à toutes les opérations que vous avez réalisées, ça peut aller de 1 à des centaines. Je connais des personnes qui ont des centaines d'opérations et là, ça va devenir un peu plus compliqué. Donc effectivement, il faut se faire aider. Bonjour Samira Karache. Bonjour. Ravi de vous retrouver dans cette émission. Et à chaque fois qu'on pose cette question de l'intelligence artificielle, on a toujours un petit peu de mal à savoir effectivement par quel angle l'entamer, notamment concernant la crypto. J'ai posé la question sur le rapport entre la crypto et l'intelligence artificielle et quelques mois sur ce plateau, on avait du mal à répondre à cette question. Est-ce qu'aujourd'hui, on commence à y voir plus clair? Est-ce que l'IA commence à se faire une place dans la crypto et de quelle façon, Samira? Oui, alors l'IA est partout, et d'autant plus dans la crypto. Et c'est un mariage qui se précise. On a vu arriver, via la saison des meme coins, des agents IA qui étaient capables de lancer eux-mêmes un token, de le marketer, de le gérer la pool de liquidité, etc. Oui. Déjà, c'était surprenant. Et là, maintenant, on le voit, on voit arriver sur certains exchanges et sur certains environnements crypto, dans les interfaces, on a des boutons où on peut accéder à une IA. À quoi il sert ce bouton concrètement? Concrètement, alors on fait souvent l'erreur de confondre l'IA qu'on a régulièrement, qu'on utilise maintenant régulièrement tous via ChatGPT. On la confond avec l'IA qui est capable de faire de la prédiction. L'IA ChatGPT, je dis ChatGPT de manière générique. Oui. Toutes les IA de ce type-là sont des LLM. C'est-à-dire qu'elles sont en mesure de traiter le langage. Et elles sont en réalité des statistiques prédictives du prochain mot. Et ça, les gens, ils ont un peu de mal à le concevoir parce que c'est très sophistiqué. À l'inverse, on a sur les exchanges, et j'ai vu apparaître ça sur CoinMarketCap, même si on n'y a pas accès parce qu'il faut être en liste d'attente, ouais. On a des IA qui sont, elles, prédictives, qui sont basées sur du machine learning. Donc, ils vont nous dire quel cours va atteindre, par exemple, le Bitcoin à telle date. Alors, c'est pas aussi simple, sinon on serait tous riches. C'est un peu plus compliqué que ça. En fait, elles sont pas capables de faire des prédictions à long terme. Elles sont par contre assez efficaces quand le marché est stable, quand il n'y a pas trop de ruptures et d'événements. Elles sont assez efficaces pour prédire à très court terme les événements. Et elles sont toujours basées sur des modèles de probabilité. C'est fiable? Fiable à court terme. C'est quoi à court terme? Court terme, l'horizon est vraiment très court. En fait, il faut se dire entre 24 et 48 heures, on peut avoir des choses intéressantes. Et encore. Et plus au-delà, en fait, on se rend compte que l'analyse humaine complète quand même beaucoup mieux. Et ça ne doit pas nous empêcher d'avoir constamment le nez aussi, si on est vraiment intéressé, le nez sur nos cryptos. Pour le moment, ça ne nous remplace pas, entre guillemets. Ça ne remplace pas et ça n'est pas prêt encore de remplacer. Et on voit bien que même les gros acteurs de la crypto-monnaie ne sont pas capables, malgré leurs moyens, d'avoir des IA qui prédisent véritablement le cours qui arrive. Alors, c'est quoi l'intérêt et vers quoi on va se diriger, Grégory? Vous, l'IA, vous me disiez que, bon,
Sur la forme, ça peut être intéressant. D'ailleurs, les plateformes s'en servent. Mais sur le fond, est-ce que ça va réellement changer les choses? Juste pour un petit commentaire par rapport à la prédiction des cours à l'avenir, en fait, ça existe depuis un moment, ce genre d'algorithme. Par exemple, BlackRock est assez connu pour avoir un outil qui s'appelle Aladdin depuis quand même pas mal de temps. Bon, je pense que la plupart des desks de trading ont ce genre d'outils, donc c'est pas vraiment nouveau, et je pense pas que ça va révolutionner quelque chose qu'on utilise des LMM derrière. Mais là où je vois vraiment un intérêt, c'est utiliser en fait les stablecoins au sein des agents IA. Par exemple, aujourd'hui, quand vous êtes sur ChatGPT ou Claude ou n'importe quel agent, enfin n'importe quel outil conversationnel, en fait, vous pouvez lui demander plein de choses. Et c'est des choses ça repose sur des données qui sont gratuites, librement disponibles. Il y a des choses en fait que vous allez avoir besoin de payer à un moment. Et en fait, si vous êtes interrompu à chaque étape pour sortir votre carte bleue, vous inscrire, créer un compte sur un truc pour qu'à la fin l'outil IA puisse vous faire le travail que vous lui avez demandé, ça va être un peu embêtant. Tandis que là, en fait, par exemple, vous avez un wallet sur ChatGPT, il est chargé avec des stablecoins dessus. Vous faites une demande assez précise d'un travail que vous voulez donner à faire à ChatGPT. Et en fait, s'il y a besoin de payer des logiciels, payer des rapports, je ne sais quoi, en fait, il va le faire directement. Donc, en fait, vous ne serez pas interrompu dans votre recherche et ça va se faire beaucoup plus vite. Ça, c'est un exemple parmi d'autres de là où les stablecoins ou la crypto peut être hyper intéressante dans les outils d'IA qu'on connaît aujourd'hui. C'est intéressant, on parle de la forme, on parle du rapport entre l'investisseur et la façon dont le rapport qu'il a au Bitcoin. Est-ce que Samira, ça va changer les protocoles en eux-mêmes, Bitcoin, Ethereum, l'IA à terme? Est-ce que ça peut les changer? L'IA prédictive de marché? L'IA de façon générale, tout IA qui puisse exister et qui peut entrer en... Oui, on voit déjà qu'il y a un impact de l'IA sur la crypto-monnaie, précisément sur Bitcoin, parce qu'il y a des mineurs qui consacrent leur puissance de calcul à l'IA. L'IA et la crypto ont cette chose en commun, c'est la puissance de calcul et le matériel qui y conduit. Et on a vu récemment des agences de minage assez importantes qui commencent à migrer vers l'IA. Et on appelle ça la ruée vers l'IA. D'ailleurs, on a notamment en Europe Northern Data qui a fait migrer à peu près l'équivalent de 200 millions de sa capacité de calcul vers l'IA. Ouais. Et ce n'est pas un phénomène isolé parce qu'on en a un petit peu partout dans le monde. Et si ça se confirme, mais bon, le Bitcoin est toujours intéressant à ce stade, si ça se confirme, ça peut devenir dangereux pour le Bitcoin. Ouais. Effectivement, la plupart des mineurs de Bitcoin historiques maintenant utilisent pas mal de nouvelles machines pour faire travailler l'IA. Alors par contre, c'est pas exactement le même matériel. Donc on va pas éteindre des machines qui minaient du Bitcoin pour les utiliser pour l'inférence IA. Il faut vraiment acheter d'autres matériels. C'est pour ça que j'ai parlé de puissance de calcul, effectivement. Tout à fait. Mais par contre, ça reste des acteurs extrêmement bien placés parce qu'ils ont les infrastructures nécessaires, le niveau de refroidissement, les tarifs d'électricité négociés. Donc effectivement, ces acteurs-là sont des futurs géants de l'IA. Et on en parle souvent sur le plateau avec Exaion, la filiale d'EDF qui pourrait être achetée par le mineur américain Mara. Là, on est exactement dans ce sujet-là parce qu'ils veulent faire de l'IA en France. Ouais, typiquement, Mara fait migrer sa puissance de calcul vers l'IA. C'est des gros acteurs qui ont la capacité de faire des changements en matériel et en infrastructure pour le faire. Pierre, vous utilisez l'IA pour Waltio, des calculs algorithmiques. Est-ce que pour autant, pour vous, l'intelligence artificielle, c'est pertinent en crypto? C'est évident, elle est ultra pertinente déjà dans tous services financiers, automatisation de toute tâche administrative. Mais là encore, on est sur la forme. Là encore, on est sur la forme, oui, complètement. Mais et après, directement dans la crypto, moi, personnellement, ça ne va pas changer le protocole Bitcoin. Sur la prédiction, par exemple, sur ce genre de choses? Sur la prédiction, c'est la prédiction des cours. Donc, c'est-à-dire que c'est un marché, c'est une industrie, donc le trading d'actifs financiers. Donc, ça peut aider à optimiser, à acheter, vendre ou autre. Donc, ça reste un service financier, mais ça ne va pas venir changer un protocole, une façon de sécuriser ou une façon d'investir. Ça sécurise un peu quand même parce que l'IA, sur les exchanges, est capable de détecter les anomalies
Oui. en interne. Hein. Ah, complètement, bien sûr. Alors Ouais. oui, c'est des services Ça peut améliorer les associés systèmes. au layer 1, layer 2 de blockchain. Ouais. Et pour finir, il nous reste 30 secondes, ça posera à terme des questions de responsabilité, des questions juridiques, des questions réglementaires, probablement, Grégory. Oui, certainement. Quoi. Bon, après, c'est très très large. Hein. Oui, mais c'est très très large. Et c'est le problème avec l'IA dans tous les secteurs de l'économie d'ailleurs. C'est que c'est très large. La forme, le fond, qu'est-ce que ça va changer? Pour le moment, on a un petit peu du mal à avoir une vision de fond. Juste pour finir, Samira. répondre sur cette idée de régulation, on voit bien que plusieurs exchanges donc, ont mis l'IA en place et Binance s'en est bien gardé parce que, précisément pour ces questions de régulation, parce qu'il ne veut pas verser dans le conseil financier automatique avec les prédictions systématiques sur les cours. On y reviendra sur ces sujets, évidemment, on est obligé. Ça avance aussi petit à petit et on y reviendra dans le club BFM Crypto. Merci à tous les trois d'être venus. Pierre Morisot, cofondateur de Waltio, Samira Karaj, directrice du pôle d'innovation Elyseus Université Côte d'Azur et Grégory Raymond, cofondateur de The Big Whale. Merci d'avoir été avec nous. Je vous laisse entre les mains de BFM Bourse pile à l'heure. Très bonne journée sur BFM Business. BFM Business, BFM Crypto, le club.